à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde qui a pour sujet du coup la précarité étudiante, toutes et tous mobilisés avec ou sans Agorae. Le principe du coup de cette table ronde, ça va être de s'interroger sur la thématique de la précarité étudiante. On s'en est rendu compte ces derniers temps avec la crise sanitaire qui a encore plus augmenté et mis en lumière cet enjeu que la précarité étudiante touchait énormément de jeunes. Et pour cela, du coup, on accueille aujourd'hui différents représentants, que ce soit du bureau national de la FAGE, que des fédérations, des associations, mais aussi des partenaires de la FAGE. Et on va pouvoir du coup s'interroger et un peu voir les pistes d'action concrètes qu'il peut y avoir autour de la précarité étudiante. Je vais tout de suite laisser la parole à nos participants pour se présenter. On accueille notamment Tara. Bonsoir tout le monde. Merci à la FAGE de m'avoir invitée pour parler au nom de Règles élémentaires. Je suis la fondatrice et directrice générale de Règles élémentaires, qui est donc la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Et je vous en parlerai plus en détail très vite. Merci. Avec nous, on a également Nathalie. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Nathalie, je suis vice-présidente Agorae pour Fédélor. On a également Yann. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Yann, je suis le président de l'AESTAPS Le Creusot. Et on a également Paul avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Paul Maillot et je suis vice-président en charge des affaires sociales à la FAGE. Merci. Donc, tous les quatre, vous êtes là pour parler précarité étudiante avec nous. Et donc, moi, je suis ici en tant qu'animatrice de cette table ronde et je suis donc Fanny Sarkissian, la vice-présidente en charge de l'innovation sociale à la FAGE. Et du coup, ma première question s'adresse à Paul. Concrètement, aujourd'hui, on est là pour parler de précarité étudiante, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors la précarité étudiante, comme on peut l'entendre, ça peut se définir en tout cas traditionnellement par un sentiment d'incertitude face aux situations du lendemain. Donc très généralement, il est corrélé à une baisse des ressources ou une hausse des dépenses. Et du coup, ça va être vraiment lié à l'augmentation des risques d'échec inhérents à cette situation-là ou d'abandon d'études qui du coup résulte de cette concurrence entre une situation financière qui peut être difficile, qui peut avoir tendance à se dégrader et les exigences des études. Ok. Et du coup, c'est de la précarité qui peut toucher l'étudiant, j'imagine, sur l'hébergement, sur l'alimentation, etc. Mais il y a aussi parfois d'autres formes de précarité qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de prévoir. Et du coup, Tara, on est là aussi pour parler précarité menstruelle. Qu'est-ce que c'est en fait ? La précarité menstruelle, c'est le phénomène aujourd'hui qui fait que des femmes dans le monde et en France n'ont pas les moyens de s'acheter suffisamment de protections d'hygiène intime ou de s'acheter des protections du tout qui leur permettraient de vivre leurs règles dignement et avec toutes les précautions d'hygiène nécessaires. Parce que en fait, il faut savoir que si vous n'avez pas accès à des produits d'hygiène intime, donc de type tampons, serviettes, cups, culottes menstruelles, ou si vous n'en utilisez pas assez, donc si vous ne changez pas de tampon assez souvent, si vous ne changez pas de serviette assez souvent, ça va occasionner un grand nombre de troubles à la fois physiques, donc de la simple démangeaison jusqu'au syndrome du choc toxique qui peut être mortel, et ça va occasionner également un grand nombre de troubles psychologiques, donc qui va de la perte de confiance en soi à un sentiment d'humiliation, de gêne, et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que la précarité menstruelle est un obstacle à l'insertion, la réinsertion. Vous pouvez l'imaginer facilement. Comment aller à un entretien d'embauche si vous êtes en train de saigner et que vous n'avez pas de quoi vous protéger. Donc, c'est vraiment un problème très concret. Et aujourd'hui, c'est un problème qui touche
plus d'1,7 million de femmes en France et des femmes multiples visages. Donc, il y a évidemment des personnes sans abri, sans domicile fixe, mais c'est aussi des étudiantes, c'est aussi des mères célibataires, c'est aussi des travailleuses pauvres, c'est vraiment virtuellement tout le monde. Ok, bah, merci beaucoup pour ces premières définitions. Et du coup, un peu plus concrètement, à quoi ça ressemble sur le terrain, en fait, cette précarité? Je m'adresse par exemple à toi, Nathalie, comment ça se passe à Metz et comment vous faites pour lutter contre cette précarité étudiante? La précarité en soi, elle se traduit via plusieurs vaisseaux, on va dire, que ce soit alimentaire ou matériel, même voire résidentiel. Du coup, nous, sur le terrain, l'Agorae, c'est une épicerie, donc on aide déjà au niveau de la précarité alimentaire avec des denrées qu'on récupère à la BA qui sont distribuées à 10% du prix du marché. Matériel, ça peut être de l'équipement, des habits. Du coup, dans les Agorae, on a mis aussi en place des zones de gratuité avec des vêtements. On est en train aussi de voir avec le conseil départemental pour mettre une trucothèque en place. Du coup, pour tout ce qui va être électroménager, micro-ondes. Et après, pour ce qui est de la précarité du logement, on essaye un peu de voir avec les associations et les résidences étudiantes pour trouver des solutions pour baisser peut-être un peu les loyers via les engagements, comme l'a fait la FEV ou d'autres alternatives. D'accord. Et du coup, vous, sur votre territoire à Metz, vous avez une Agorae. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est ce dispositif? Oui, Comment alors vous le conservez? du coup, à Metz, on a une Agorae depuis 2014 qui a été du coup mise en place par Fedelor. Les bénéficiaires du coup qui bénéficient de cette Agorae sont des étudiants qui ont été renvoyés par des assistantes sociales sur le calcul d'un reste à vivre. Pour l'Agorae de Metz, du coup, on a actuellement 197 étudiants bénéficiaires. D'accord. Et du coup, ça vous permet vraiment concrètement de répondre un peu plus, de lutter contre la précarité étudiante à travers ce dispositif? Oui, personnellement, pour Metz, je suis VP depuis 2 ans. Et du coup, j'ai pu voir notamment que ça se faisait beaucoup aussi par le bouche à oreille, puisqu'on est passé du coup de l'année dernière à 80 étudiants bénéficiaires à cette année 197. D'accord. Ok. Et du coup, donc, là, on a vu le cas avec Nathalie à Metz où ils ont une Agorae, un lieu où ils peuvent faire des distributions. Et quand on n'a pas forcément d'Agorae sur son territoire, quand on est par exemple dans une délocalisation, comme c'est le cas pour toi, Yann, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place des actions contre la précarité étudiante? Je suis un peu tenté de te dire qu'on fait avec ce qu'on a. Avant tout, peut-être situer le Creusot. Donc, tout simplement, on est une délocalisation de Dijon. On fait donc partie de l'Université de Bourgogne et pendant un certain temps, on n'a pas eu de FUDT, donc on n'a pas eu de FUDT, donc pas d'Agorae. Et du coup, le sujet de la précarité étudiante, moi, nous a touché et rempli de sens quand l'étudiant lyonnais, justement, s'est volé en face du restaurant universitaire. Et ce sujet-là nous a vraiment encore plus touché quand au Creusot, on a appris qu'on avait une étudiante qui était touchée de précarité extrême. À tel point qu'on a décidé de mener une manifestation de la précarité étudiante. Et on l'a fait en l'espace de 3 jours. Suite à cette manifestation, on a eu droit à des repas gratuits du COS. On a eu des retombées de presse, des retours par les élus de la ville et des contacts par les épiceries solidaires du Creusot. Et ensuite, plein d'idées sont ensuite arrivées. On a ouvert une cagnotte pour cette étudiante qui était en cas extrême. On a fait une récolte de dons alimentaires à destination des étudiants précaires et qui d'ailleurs est toujours disponible au local. Donc les Creusotins, n'hésitez pas. On a démarché des bars, des bowling et des escape games pour permettre aux étudiants d'avoir des prix abordables et de pouvoir sortir. Suite à ça, on a aussi recontacté les élus pour parler plus profondément des sujets de précarité étudiante.
Et on a été très contents puisque d'eux-mêmes, ils ont fait des dons alimentaires aux étudiants. Donc ça, c'était vachement chouette. On fait aussi énormément de relais de communication sur les jobs étudiants et on essaie de faire des événements les moins chers possibles, qui soient le plus accessibles possible pour les étudiants. Par exemple, on a fait notre gala à 15 euros, qui est vraiment plus cher. Pour l'avenir, on se projette à faire des tutos DIY, comme par exemple faire comment sa propre lessive ou faire ses produits d'entretien. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on a une excellente entente avec la presse, ce qui nous permet d'avoir une très bonne visibilité sur les actions qu'on mène et sur ces actions-là. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui s'occupe de la précarité menstruelle, qui s'appelle Réglément ça, c'est un collectif. Et Qui est là avec nous aussi aujourd'hui, ouais. ouais, ouais. Et du coup, on compte avec eux travailler dans les temps à venir avec eux. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est, en tant qu'association étudiante, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et il n'y a pas seulement que l'effet d'été, ni l'effet des filles, ni la fâche seule qui peut combattre. Et je pense que la précarité, il faut la combattre sur tous les fronts et avec tous les acteurs. Donc voilà. Ok. Et du coup, tu nous parlais au début un peu tout ça, c'est parti d'une manifestation et comment un peu les événements se sont enchaînés, comment vous avez vraiment mis en place la mobilisation, parce que tu me disais que vous aviez fait ça en très très peu de temps. Et donc, comment vous avez vraiment mis en place cette mobilisation? Et ensuite, comment est-ce que vous avez mis en place concrètement ces projets de distribution? Comment vous fonctionnez réellement sur votre territoire? Alors, ces manifestations-là, on l'a organisé. Enfin, quand on avait pris la nouvelle, c'était le vendredi à 14 heures. Et à 14h30, on a décidé de faire la manifestation. Pourquoi? Parce qu'on était profondément touchés et on voulait vraiment faire quelque chose. Et à 15 heures, on est parti voir le poste de police. On leur a dit qu'on voulait organiser une manifestation. Ils étaient tout à fait d'accord. Et 3 jours après, donc le mardi, euh, ouais, le mardi, on a fait cette manifestation-là. Donc c'était une marche de la fac jusqu'au Crous. On était une cinquantaine. J'espérais qu'on soit plus, mais franchement, pour une première manifestation qu'on a faite au Creusot, et la première auquel je participais, et du coup, que j'organisais, c'était top, quoi. Du coup, pour la cagnotte, comment elle marchait? Bah, on a seulement ouvert une cagnotte Litchi afin que cette AES, que cette étudiante en AES puisse, puisse totalement bénéficier de ça. C'est vrai que c'est pas égaux par rapport aux autres étudiants précaires, mais c'était la seule à ce moment-là à être dans ce cas extrême. Et du coup, on lui avait reversé toute la totalité du don. Et du coup, comment marchent les dons alimentaires? Eh ben, on avait fait appel sur nos réseaux sociaux aux étudiants qui souhaitaient donner pour les étudiants les plus précaires. Donc, on a stocké ça au local et lorsque un étudiant ou une étudiante avait besoin de tel produit, on lui donnait. C'est pas souvent que l'étudiant vient. Je pense que c'est difficile de venir et de demander ça. C'est un peu psychologique aussi. Et, mais par contre, on n'a pas mis en place de système de recensement pour ça. Et du coup, voilà. Mais voilà, ces choses-là sont toujours disponibles au local et on peut toujours les donner aux étudiants. Ok. Voilà. Bah, merci pour ces différentes pistes de projets concrets que vous avez mis en place, hein, que ce soit une manifestation, que ce soit une cagnotte pour venir en aide à une étudiante ou que ce soit du coup ces dons alimentaires. Ça nous ouvre des pistes de travail. On a une question d'un de nos auditeurs qui s'adresse peut-être un peu plus à Nathalie et dans votre Agorae. Est-ce qu'au sein de votre Agorae, vous avez débloqué peut-être un service de médecine pour essayer de lutter contre la renonciation aux soins par manque financier? Alors, pour être totalement honnête, non. Mais on travaille en binôme avec les actions sociales du SUMS, du coup du service de santé de l'université.
Et du coup, quand on rencontre, on va dire, des étudiants qui ont des difficultés en matière de médecine ou de consultation, on les renvoie vers ces assistantes sociales. Et on a de la chance au niveau du local parce que leur bureau est juste au-dessus du nôtre. Du coup, en termes de communication, ça va assez vite. Ok, d'accord. Merci pour cette réponse. D'accord. Bon, du coup, maintenant, on a pu voir un petit peu qu'est-ce que c'était la précarité étudiante, ses différentes formes. Comment vous, sur vos différents territoires, vous arrivez à mettre des actions concrètes en place. Maintenant, on va essayer de se diriger vers une seconde partie de la table ronde qui s'oriente un peu plus vers l'engagement au quotidien que font les étudiants, mais aussi plus particulièrement cet engagement pendant la crise sanitaire. Et tout d'abord, je souhaitais m'adresser à Tara. J'imagine que du coup, la précarité menstruelle dont vous nous avez parlé, là, pendant la crise, elle n'a pas diminué, voire au contraire. Et du coup, comment vous avez réagi à Règles élémentaires? C'est une excellente question. En effet, elle n'a pas diminué parce que les règles, c'est tous les mois, pandémie ou non. Et comme vous le soulignez, ça a même augmenté parce que de nouvelles personnes sont tombées en situation de précarité, des personnes qui avaient des petits jobs alimentaires, qui ont dû être confinées, ou voilà, des personnes qui ont été malades. Donc chez nos partenaires, dont Agorae fait partie, on a en effet vu une augmentation des demandes. Et donc, très concrètement, en 8 semaines, donc entre le début du confinement et début juin, on avait redistribué 1,5 million de produits, ce qui est 2 fois plus que l'ensemble des produits qu'on a redistribués sur l'année 2019. Donc, c'est énorme. Ça a été possible grâce au soutien de nos partenaires fabricants, donc des partenariats qui étaient déjà en place, comme celui qu'on a avec Always, mais aussi des partenariats qu'on a mis en place spécialement pour l'occasion, donc avec Saforel notamment, qui ne travaillait pas encore avec nous et qui du coup s'est mobilisé pour cette période. On a des partenaires également qui d'habitude nous donnent une certaine allocation de produits et qui là ont augmenté leur allocation de produits. Je pense à Gina notamment. Donc, ça a vraiment été un travail de concert avec toutes les parties prenantes. Notre force, c'est que Règles élémentaires était déjà une association très décentralisée où l'équipe naturellement et structurellement travaillait en remote. Donc, être confiné ou non, ça ne changeait pas grand-chose à nos modes de travail. En revanche, ce qui a changé, c'est on a dû opter pour une mise en relation directe entre les fabricants et les bénéficiaires, chose qu'on ne faisait pas du tout à présent pour des raisons de traçage, de vraiment mesure d'impact, toutes ces choses-là, où tout retransitait par nous. Et là, exceptionnellement, on a adapté nos méthodes de travail pour limiter les risques de contamination, hein, tout simplement, parce que plus on rajoutait des gens à la chaîne, plus on rajoutait des intermédiaires, plus on augmentait les risques pour tout le monde. Donc, ça a été un très bel effort collectif et qui nous a permis d'arriver à ce chiffre auquel on a encore du mal à croire, qui est plus d'1,5 million de produits redistribués en 8 semaines versus 750 000 en 2019. Quoi. Donc, c'est beaucoup. J'imagine, ouais. Et du coup, ce travail, vous l'avez fait aussi en concertation avec des associations de la FAGE, notamment avec l'ABGES, par exemple, à Strasbourg. Et du coup, ma question suivante, c'est comment on fait, nous, en tant qu'asso ou fédération du réseau de la FAGE, pour venir vous accompagner dans ce travail qui est vraiment important et qui n'épargne pas les jeunes, qui n'épargne pas notre public. Donc, comment on fait pour travailler de concert, comme Yann l'a évoqué, qui rencontrait une des personnes de votre association aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est très facile. Il suffit d'écrire un mail à partenariat au singulier @réglesélémentaires au pluriel.com. Et comment ça se passe? Ça vaut peut-être le coup de refaire un petit retour en arrière pour vous expliquer le fonctionnement de Règles élémentaires. En fait, Règles élémentaires, c'est vraiment une plateforme. C'est une plateforme qui va mettre en relation
des organisateurs et des organisatrices de collecte, des donateurs et des donatrices de produits et des partenaires redistributeurs. Donc, en fait, nous, on va gérer tout l'amont de la logistique, de la communication, répertorier toutes les collectes, fournir le matériel pour mettre en place les collectes, les promouvoir sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, vraiment faire tout l'aspect sensibilisation, vous fournir les boîtes à dons, les kits de customisation, toutes ces choses-là, jusqu'à la redistribution qui, elle, est assurée par des partenaires spécialistes de la précarité et du mal logement. C'est un choix fondateur de Règles élémentaires parce qu'on ne voulait pas démultiplier les points de contact pour les femmes dans le besoin. Donc, on ne voulait pas que les femmes doivent aller à l'AFGES ou chez Agorae pour de la nourriture et chez Règles élémentaires pour des tampons et des serviettes. On voulait vraiment que tout soit centralisé. Donc, nous, on a construit un réseau aujourd'hui de plus de 200 partenaires partout en France. Donc, il y a des grands noms comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Groupe SOS, voilà. Et il y a des toutes petites organisations. Je pense à Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon, à la Chorba à Paris, à un grand nombre et un nombre grandissant d'épiceries solidaires et d'associations étudiantes. Parce qu'au début, on a commencé, notre cible prioritaire, c'était vraiment les personnes SDF. Et au fur et à mesure, on a élargi, au vu des besoins et des demandes, un public étudiant. Et comme vous le savez toutes et tous, c'est vrai que l'innovation en milieu étudiant est plus forte, donc c'est aussi un sujet qui a très bien pris et d'ailleurs certaines universités se sont complètement affranchies de nos services dans le sens où maintenant certaines facs et entreprises fournissent elles-mêmes à leurs étudiantes sur leur propre budget des produits, donc c'est génial et nous on espère vraiment que ça va être le cas dans tous les établissements d'éducation supérieure très vite, mais voilà, dans l'intermède, donc c'est pas le cas. Si vous avez des besoins en produits d'hygiène intime, jetables, donc classiques type tampon, serviette ou réutilisables, type cup, culotte menstruelle, serviette lavable, vous pouvez faire appel à nous. On peut faire soit juste de la distribution pure où on vous remet des colis selon vos besoins, soit on peut également faire des ateliers de sensibilisation à l'hygiène menstruelle et à l'utilisation de protections hygiéniques réutilisables, à l'issue desquelles les participantes repartent avec les protections hygiéniques réutilisables de leur choix. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que les assos qui ne bossent pas encore avec vous se saisiront de cette question et vous contacteront pour se lancer dans cette dynamique. Du coup, on était lancé sur l'engagement, comment on fait en confinement, pas en confinement, pour lutter contre la précarité étudiante. Et du coup, maintenant, je souhaiterais me tourner vers Yann pour lui demander, vous, au Creusot, comment ça se passe l'engagement? Il prend quelle forme? C'était qui les personnes qui étaient là à vos manifestations? C'était qui organisait les cagnottes, etc. Comment ça se fait concrètement l'engagement sur votre territoire? Chez nous, disons qu'on est, comment dire, on est très présent au bureau et du coup, c'est facile pour les étudiants de venir chez nous. Après, pour moi, l'engagement, c'est beaucoup de choses. Si on parle juste d'engagement, si j'ai bien compris ta question, Fanny. Ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est avant tout, du coup, agir pour les autres. C'est, par exemple, crier haut et fort ses positions et ses revendications. C'est ne pas se taire quand quelque chose nous paraît aberrant ou injuste, ou c'est juste simplement mener des actions au sein de son BDE. Et je pense aussi que c'est aussi la volonté de changer les choses et d'être acteur de son écosystème. C'est assumer des valeurs qu'on choisit et qu'on transmet aux autres et qui finalement qui donne un sens un peu à son existence. En parlant d'engagement, si je peux citer une phrase d'un ancien président d'Anostaf, Mathias Gosman, qui dit il n'y a pas de petits engagements, il n'y a que des engagements. Personne ne vous a obligé à vous engager, mais maintenant que vous y êtes, vous êtes vraiment responsable. Et cette phrase-là, elle a toujours résonné en moi et elle m'a inspiré au début de mon engagement.
parce que oui, je me suis engagé il y a 10 mois dans l'associatif et, et j'espère que vraiment cette phrase motivera beaucoup de monde à s'engager. Euh, Moi, je suis le premier à dire que c'est rien ce qu'on fait, c'est rien ce qu'on fait par rapport aux autres BDE, la SAP Creusot, vraiment par rapport aux autres fédéchifs, par rapport aux autres fédétés. Mais je pense aussi que ces petites choses qu'on mène, qui je dis qui sont vraiment insignifiantes, euh, elles sont petites, mais au final, elles font des choses énormes. Et je pense que c'est incroyable. Et du coup, ces petites actions-là, elles font des grands changements. Donc voilà. Exactement, ouais. Bah, merci pour cette réponse. C'est vrai qu'il y a pas de petits engagements, vraiment. Il peut être sous de multiples formes. Vous au Creusot, c'est surtout au travers des personnes de votre association, mais ça peut aussi prendre d'autres formes chez les jeunes. Et du coup, je me tourne vers Nathalie. Vous, sur votre territoire, vous n'avez pas que des associatifs, vous avez aussi d'autres formes d'engagement, comme les volontaires en service civique. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces engagements de votre côté? Ouais, du coup, nous, à l'Agorae, on fait aussi appel à des volontaires en service civique et des bénévoles. Les volontaires en service civique, du coup, c'est du volontariat. Donc, il y a des entretiens à passer et c'est une forme d'engagement que je trouve très honorable parce qu'au final, c'est donner de son temps à une association, participer à un engagement. Et on a pu constater, nous, que la plupart de nos volontaires en service civique, au final, se sont engagés au sein de Fédélor les années qui ont suivi. Ensuite, au niveau des bénévoles, on n'en manque pas. Et ça donne aussi un peu de baume au cœur parce que du coup, surtout pendant la période de confinement, on a beaucoup fait appel à eux. Et on a aussi du coup le réseau de Fédélor au niveau de nos associations qui sont adhérentes qui nous a beaucoup aidés. Et du coup, ça fait plaisir. Super. Ok. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était la précarité étudiante, la définition au concret, les pistes d'action, ce que c'était l'engagement, que ce soit dans une petite association comme le disait Yann, mais il y a pas de petites associations, au final, il n'y a pas forcément de petits engagements, ou alors que ce soit dans une fédé territoriale avec des associatifs, des bénévoles, des volontaires en service civique, etc. Maintenant, j'aimerais faire un petit peu le parallèle avec une autre jambe de la FAGE. Du coup, je m'adresse plutôt à Paul. Quand on fait face du coup à la réalité de la précarité étudiante dont on a un peu pu parler, que ce soit à Metz, au Creusot ou en règle générale avec Tara, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la condition étudiante? On a vu qu'il y avait des projets directs au local, mais quelles sont les autres pistes d'action et comment on fait, nous, au sein de la FAGE, pour faire bouger les lignes? Allô, vous m'entendez bien? Oui, Oui. super. Alors, du coup, lorsqu'on parle de lutte contre la précarité étudiante, on va retrouver plusieurs éléments, effectivement, qui vont s'accorder, de sorte à ce qu'on ait une action de terrain, à l'instar de tout ce qui a pu être cité, ainsi que de nombreux projets qui viendraient être voilà, un petit peu mis en corrélation avec une action de plaidoyer, donc de fédérations, d'associatifs, d'élus et de nous également, bureau, de négociations pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiantes et des étudiants. Donc, pour prendre des exemples vraiment plus concrets, on peut par exemple prendre celui de l'accès aux soins. Celui de l'accès aux soins pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. On sait qu'il y a aujourd'hui un tiers des jeunes, ce qui représente beaucoup d'étudiantes, en l'occurrence plus de 800 000 étudiantes et d'étudiants, qui renoncent à des soins. Et parmi ces personnes-là, de nombreuses, du fait de difficultés financières. Du coup, où est-ce qu'on peut agir? Ça va être l'action des élus de réinvestir un petit peu et de développer les centres de soins universitaires qui ont hérité au SUMS précédemment, qui faisait uniquement à l'époque de la médecine préventive et de la prévention à la santé, de la promotion de la santé. Là, en l'occurrence, on axe vraiment sur des soins primaires afin de pouvoir directement soigner les jeunes à ce niveau-là. Donc, au niveau des élus de la FAGE qui vont travailler au niveau local et également les fédérations
et la FAGE à développer des corpus de position. Donc, on a eu la contribution santé et on a également voilà, des temps de discussion avec différentes instances afin de pouvoir faire la promotion de l'accès aux soins pour les jeunes. Pour le logement également, c'est un deuxième élément de réponse que je pourrais apporter, ça va être des dispositifs de logement provisoire qui ont vu le jour à Strasbourg et à Grenoble l'année dernière pour accueillir du coup des étudiantes et des étudiants qui n'avaient pas la possibilité de se loger, qui clairement étaient à la rue en fait en début d'année scolaire. Donc comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes-là? Il y a des espaces de solidarité qui se sont développés, donc impulsés par les fédérations de territoire, afin de pouvoir accueillir ces personnes-là pendant un certain temps et les accompagner dans des démarches au niveau du logement. Sauf que ces dispositifs-là, ça suffit, mais pas vraiment pour le long terme. Et en l'occurrence, ça va être pour les fédérations de territoire, elles ensuite développer tout ce qui va être observatoires territoriaux du logement étudiant afin de pouvoir travailler sur des processus d'encadrement des loyers, donc pour modérer les loyers sur un petit peu toutes les villes où c'est un petit peu tendu en termes de montant du foncier qui est le premier poste de dépense chez les jeunes décohabitants. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de tous ces sujets-là, je m'adresse aux personnes qui nous regardent. Si vous avez des questions encore à poser à nos intervenantes et à nos intervenants, n'hésitez pas. Mais sinon, on va pouvoir faire un dernier tour de parole. Je vais laisser la parole à tous les intervenants et intervenantes. Si vous avez une petite conclusion à nous donner au sujet du coup de la précarité étudiante et de l'engagement des jeunes. Si vous voulez, je vous laisse la parole en premier, Tara. Avec plaisir. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'ensemble, on peut changer les règles. Ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment très important. Yann l'a dit avant, mise bout à bout, les actions, l'engagement de chacun peut soulever des montagnes. C'est comme ça que Règles élémentaires a commencé. Hein. J'ai lancé une collecte sur un coin de table dans mon université et aujourd'hui, on est une association nationale et même internationale soutenue par le gouvernement. Donc, on a vraiment fait prendre conscience et fait émerger cette problématique parce que vous êtes peut-être au courant de l'expérimentation de gratuité dans les prisons, les foyers et les établissements du secondaire à partir de septembre 2020. Donc, voilà, c'est une histoire d'engagement qui est personnelle, mais qui reflète une réalité aujourd'hui. Donc, vraiment, engagez-vous. Sur le sujet de la précarité menstruelle, il y a plein de manières de vous engager. Vous pouvez faire un don tout simplement de ces produits sur l'un de nos points de collecte ou même lorsque vous irez dans une banque alimentaire ou même quand vous croisez des personnes, si vous faites des maraudes, leur proposer ce type de produit. Vous pouvez vous-même organiser une collecte. Nous, on propose un système très simple pour permettre d'organiser des collectes. En quelques clics, vous pouvez créer une collecte Règles élémentaires avec nous. Il suffit d'aller sur notre site www.réglesélémentaires.com et vous pouvez aussi évidemment soutenir financièrement nos actions et les actions d'autres associations qui s'engagent sur le sujet de la précarité étudiante et de la précarité menstruelle. Et enfin, si vous le souhaitez, et ça Yann l'a dit aussi, vous pouvez vous engager dans une association, vous pouvez vous engager auprès de nous, auprès d'une asso étudiante. En revanche, et ça c'est important de le repréciser, c'est vrai qu'à partir du moment où vous vous engagez, c'est un engagement moral. Il n'y a pas de contrat avec l'association pour laquelle vous donnez du temps, mais c'est très important, surtout pour des structures comme les nôtres, qui ont des ressources financières et humaines très limitées, de savoir si en fait on peut compter sur la personne. Donc si vous vous engagez, faites-le en connaissance de cause, ne soyez pas trop ambitieux, vaut mieux peu et ensuite monter en puissance si vous êtes intéressé par le sujet et que votre emploi du temps le permet. Mais voilà, il y a de multiples façons de s'engager, donc ensemble on peut changer les règles et n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup pour cette phrase de conclusion. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Nathalie.
Du coup, pour ma part, déjà, je voulais remercier quand même la FAGE et l'Université de Lorraine parce que du coup, pendant le confinement, vous avez été vraiment là pour nous et puis du coup, on a pu continuer nos livraisons avec l'Agorae pendant cette période assez compliquée. Et ensuite, pour ce qui est de l'engagement, je crois que je peux que le conseiller. Enfin, c'est un épanouissement personnel et aussi collectif. Ça prend beaucoup de choses et ça permet de s'ouvrir sur beaucoup de questions et beaucoup de problématiques qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément connaissance et qu'on visualise pas réellement. Et engagez-vous. Merci Nathalie. Je laisse la parole à Yann maintenant. Ouais, déjà, moi, je voulais remercier la FAGE de m'avoir invité à cette table ronde. Ouais, continuez à vous engager, même quand vous avez fini votre engagement étudiant, je pense que c'est important de s'engager encore par la suite sur d'autres associations, peu importe, qu'elles soient humanitaires ou sportives. Après, ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'associatifs débutants, mais je vais quand même parler pour eux. Et soyons ambitieux. N'ayez pas peur de faire des projets. Et franchement, quand on avait organisé cette manifestation, j'étais à 2 mois d'associatif et je connaissais rien du tout à l'associatif. Et je voulais vraiment faire des choses pour mes étudiants. Et aujourd'hui, je me dis le parcours qu'on a réussi à faire mener à l'Stop Subcloso, il est incroyable. Voilà. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Paul maintenant. Oui, merci beaucoup du coup d'avoir participé également aussi à ce petit temps d'échange. Merci aux personnes qui ont pu participer en tant qu'intervenantes et intervenants. Et pas vraiment grand-chose à rajouter. Du coup, c'était vraiment des très belles prises de parole précédemment. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de petit engagement. Il y a que des engagements qui comptent quand on voit qu'on a 2 tiers des étudiants qui sautent des repas et qu'on a 20% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Toutes les petites actions que vous allez pouvoir mettre en place, ce sera toujours une personne de moins qui subira cette précarité-là, en l'occurrence, donc qui est l'objet de cette table ronde. Donc, engagez-vous et n'ayez pas peur de le faire, comme disait Yann, parce que on rencontre également de belles personnes quand on s'engage. Merci Paul. Et du coup, pour conclure, j'espère que ce temps d'échange et cette table ronde vous aura apporté à vous, participants, tant en information qu'en motivation. Parce que la précarité étudiante aujourd'hui, c'est vraiment un fléau qui touche bien trop de jeunes et sous beaucoup de formes. Mais face à ça, la voie que nous, on peut emprunter en tant qu'étudiants, c'est vraiment celle de l'engagement, que ce soit dans une association ou dans un service civique ou même de façon bénévole, que ce soit avec un petit peu de temps, beaucoup de temps, un petit peu d'énergie, beaucoup d'énergie. Encore une fois, on l'a dit, il n'y a pas de petit engagement. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions, qu'elles soient temporaires comme durables, locales ou nationales, dans des agorae comme ailleurs. Il faut qu'on arrive tous ensemble à faire bouger les lignes et à permettre au plus grand nombre de jeunes un accès à l'enseignement supérieur dans des conditions dignes. Et pour cela, vraiment, on tient à vous le dire à la FAGE, on est vraiment là aussi pour vous appuyer sur le terrain, pour venir en aide avec vous, que ce soit le bureau national comme l'équipe salariale, avec les chargés de projet. On est là pour vous accompagner dans vos actions au quotidien parce que voilà, cet engagement, c'est vous, c'est le réseau de la FAGE. Donc n'hésitez vraiment pas et engagez-vous dans la lutte contre la précarité étudiante. Je vous remercie, je remercie les participants, les intervenants. Je remercie Tara de Réglementaire, Nathalie, Yann et Paul d'être venus pour ce temps d'échange. Je remercie tous les participants qui sont venus nous regarder. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et on se retrouve très prochainement dans les différents événements des universités d'été de la FAGE. Merci tout le monde. Bonne soirée.